Plus de 25 dirigeants de la planète se retrouvent à Jérusalem. On vient d'évoquer Emmanuel Macron sur place avant de rejoindre Auschwitz pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi, camp d'extermination libéré par les troupes soviétiques précisément le 27 janvier 1945. Avec nous pour en parler, François Rachlin, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes écrivain, romancier et vous publiez ce livre Éprouvé à Auschwitz, édition Hermann. Vous êtes président aussi de la commission Mémoire-Histoire des droits de l'homme de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA. 27 janvier 1945, donc, tout en repoussant les troupes de la Wehrmacht, les troupes soviétiques découvrent le camp d'extermination d'Auschwitz. 7000 survivants seulement. Peut-être avant d'aborder ce que vous racontez comme expérience dans ce livre, ce jour où vous y êtes allé en 1999 avec votre fils, cet événement de l'histoire, qu'est-ce qu'il représente pour vous et pour l'humanité? Je crois que d'abord c'est un tatouage de l'histoire, pas uniquement de l'Allemagne, et pas uniquement pour les déportés. C'est un tatouage de l'histoire, c'est un non-lieu, c'est un non-temps, c'est une sorte de présent permanent. C'est très difficile d'expliquer ce que c'est qu'Auschwitz. Et je crois que quelque chose s'est passé là qui révèle la négation de l'humanité par elle-même. On parle beaucoup de crimes contre l'humanité, on parle rarement de la manière dont l'humanité s'est niée elle-même. Et je crois que c'est ça que Auschwitz représente. Vous voulez dire le crime de l'homme sur l'homme? Le crime de l'homme sur l'homme, absolument. Absolument. Alors les bilans, il y a quelque chose, parfois vous dites qui est terrible, on dit 1 100 000 morts et parfois on dit environ. Oui, environ, ou grosso modo, ou à peu près. Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui ont totalement été volatilisés, dont on ne sait rien. On cherche à savoir, on essaie un certain nombre d'organismes cherchent à savoir, mais par exemple, dans ma famille, il y a 77 personnes qui ont disparu, je sais qu'il y en a 14, dont je connais les noms, tous les autres, rien du tout, absolument rien. Est-ce que vous avez eu dans votre famille des témoignages de déportés et de rescapés? Non, non, j'ai connu des déportés et des rescapés. Dans ma famille, non, on m'en a jamais parlé et j'étais probablement trop jeune pour demander à mes parents. Ouais, alors depuis hier à TV5 Monde et dans 64 minutes notamment, on avait commencé une série de portraits de rescapés justement des camps de la mort. Elena Hirsch, regardez, écoutez. ונתנו לנו להוריד את הבגדים ואת הכל, וקיבלנו כל אחד עתיקת סבון כזה שהיה כתוב על זה יהודה זייף. אני לא לקחתי שום דבר, שמתי אותו שם על הבגדים ואני אמרתי על האחרות שזה כתוב שם שיהודה זייף. ולא היה ציקלון לשים שאפשר להוריד את הגז לחרוג, והביאו אותנו בחזרה. זה היה מזל. העולם לא למד לקח. הנכדים כבר יודעים שהיו גיבורים ולא לפחד. צריך להיות גיבורה. הגיבורים לא מתים. Il fallait être des héros, les héros ne meurent pas. François Rachlin, que vous inspirent les mots de cette rescapée? C'est pas ça qui me fait le plus réagir. Évidemment, elle a raison. Ce qui me fait beaucoup réagir, c'est lorsqu'elle dit « le monde n'a pas retenu ». Et moi, je crois que le monde ne peut le retenir. Les leçons de la Shoah. Les leçons de la Shoah, non pas de manière abstraite et générale, mais chaque individu doit se demander, et je crois que c'est ça qui m'est arrivé à moi, en tout cas lorsque je suis allé à Auschwitz, grâce à mon fils, chaque individu doit se demander, non pas ce qu'il aurait fait, parce qu'on ne peut pas répondre à ça, mais comment des engrenages peuvent conduire à des actes terribles, qu'est-ce qui fait qu'un tel ou un tel refuse ce genre d'engrenage, et par quel mécanisme? Parce qu'on retrouve des mécanismes identiques dans tous les génocides. Il faut d'abord identifier les gens, ensuite il faut les concentrer, ensuite on leur enlève la possibilité de vivre en leur interdisant d'avoir des biens, en leur interdisant d'avoir de l'électricité et du gaz. Puis après, une fois qu'ils sont bien concentrés, on peut les tuer. Et c'est à peu près la même chose qui s'est passé avec les Tutsis. De manière très différente. De manière très différente au Rwanda en 1994-95. Donc,
si vous voulez, ce qui est, me semble-t-il, important, c'est d'être confronté à soi-même. Et c'est ça qui se passe lorsqu'on va à Auschwitz. Il y a des gens qui font des selfies, on n'en parle pas. Vous le racontez dans ce livre. On n'en parle pas, oui, enfin c'est un détail. En revanche, vous vous demandez, vous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui lorsque vous n'êtes ni une victime, ni un bourreau, ni un témoin, ni un historien. Vous dites, qu'est-ce que c'est que de vivre avec Auschwitz aujourd'hui? Et je crois qu'un des enseignements, c'est de toujours essayer de penser à ses actes. C'est-à-dire faire très attention à chacun de ses actes. Je pourrais développer ce point, mais ça, c'est ce que fondamental. vous disiez avant cette journée de 1999. Vous y êtes allé avec votre fils qui a aujourd'hui 37 ans. Il en avait 17 il y a 20 ans. Oui. Vous disiez déjà cela avant ou ça a été vraiment non, je le disais une autre de manière, prise de conscience? Non, je le disais de manière un peu rapide et probablement superficielle. C'est une vraie prise de conscience. Et puis, il a fallu 20 ans pour que j'arrive à mettre des mots sur ce que je croyais être un respect ou un silence respectueux et qui était en réalité de la stupeur. J'étais stupéfié. Donc, je crois que c'est petit à petit je me suis rendu compte de ça. Et si vous me permettez, je voudrais raconter une brève histoire, très très brève histoire, qui est talmudique. Il y avait au 1er siècle avant Jésus-Christ 2 écoles, l'école de Shammai et l'école de Hillel. Et elles se disputaient sur une question qui est pré-shakespearienne. L'école de Shammai disait il aurait été mieux que l'homme ne fût pas créé. Et l'école de Hillel disait non, quand même, c'est pas mal, la vie c'est pas mal. Et pendant 2 ans et demi, ils se sont disputés là-dessus. Ils ne sont pas arrivés à s'entendre. Donc il y a eu un vote. Et c'est la majorité qui l'a emporté. Et la majorité, c'est il aurait été mieux que l'homme ne soit pas créé. Et le Talmud conclut en disant bon, d'accord, mais maintenant il vit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la conclusion, c'est on doit regarder avec beaucoup d'attention chacun de ses actes. Et lui-même doit regarder chacun de ses actes. Et c'est ce que dit Hannah Arendt à propos d'Eichmann. Elle dit, quand elle parle de banalité du mal, elle dit ce n'est pas courant la banalité du mal. C'est simplement un homme qui a oublié de penser à ses actes et qui donc agit sans savoir exactement les conséquences morales de ses actes. Ouais. Votre fils, comment est-il sorti de cette expérience que vous qualifiez vous-même de mystérieuse et d'indélébile, le fait d'aller à Auschwitz? L'empreinte est indélébile. J'en ai parlé un peu avec lui, pas beaucoup. J'en ai parlé un peu avec lui. Il pense quelque chose qui est très proche de ce que j'ai ressenti. Lui m'a dit que lorsqu'il s'est retrouvé à Auschwitz, il a eu l'impression de l'infini. Et dans la plaine de Silésie, Birkenau, c'est quelque chose de gigantesque. Alors il avait 17 ans. Bon. Et petit à petit, il s'est rendu compte que ce qui était du ressenti, il l'a intellectualisé. Et il est arrivé à l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose de très mystérieux qui se passe à Auschwitz. Et lui-même a beaucoup réfléchi à ce que ça veut dire d'exécuter un ordre. Il travaille dans une entreprise. Et donc de mettre en relation le travail qu'on a avec l'institution. Et il a parfaitement raison, parce que lorsque vous recevez un ordre ou une mission, quand je disais tout à l'heure, il faut la mettre en rapport avec la pensée, c'est pas toujours facile. Il faut avoir l'information, il faut savoir. Et voilà, c'est une des réflexions qu'il a. C'est un seuil, une frontière, une limite. Vous dites en fait, il n'y a pas d'autre endroit sur Terre où l'être humain peut s'exposer à ce que l'humanité a engendré d'extrême à partir d'elle-même. Vous, ce jour-là, en 1999, vous percevez, vous sentez cette notion de trou noir, de seuil? Qu'est-ce que vous... Non. Pardon, je vous ai interrompu, mais non. Non, je ne l'ai pas ressenti. Ce que j'ai ressenti, c'est l'incapacité de parler, l'incapacité de faire quoi que ce soit. J'avais le sentiment que si je mettais les mains dans les poches, c'était de la désinvolture. Si je les croisais, c'était du recul. Si je les laissais ballantes, ça voulait dire que je ne pouvais pas exprimer autre chose que du désarroi. J'étais, vous savez, l'école de Palo Alto parle du double bind, c'est-à-dire une injonction paradoxale. Donc je ne pouvais absolument rien faire. Et donc j'ai pensé à rien du tout sur place, sauf « Ah, mais comment c'est possible ?» Et puis il a fallu travailler, lire, rencontrer des gens, voir des documentaires, voir évidemment le film de Claude Lanzmann, lire des livres, notamment Raoul Hilberg, La destruction des Juifs d'Europe, mais beaucoup d'autres, Alain Vivorka, beaucoup d'autres. Et alors petit à petit, ce qui a été une espèce de souffle qui m'interdisait de penser, petit à petit, ça a commencé à remonter. Ouais. Et ça a donné un petit livre. Pourquoi est-ce que vous avez attendu 20 ans pour mettre sur le papier ? J'ai pas attendu. Il a fallu 20 ans pour que ça vienne. Il a fallu 20 ans, ouais. Non, j'ai pas attendu. Je me suis pas dit, je ferai ça dans 20 ans. Ouais. Et j'ai travaillé, et puis petit à petit, je suis arrivé à... J'ai essayé de répondre à quelques questions que je me posais. Et c'est ça, ce livre. Ouais. Les générations d'aujourd'hui, bien entendu, sont de plus en plus éloignées, historiquement parlant, au niveau des dates, hein, bien entendu, de ce crime contre l'humanité. Il faut continuer à emmener des plus jeunes voir Auschwitz? Il ne faut pas les forcer à y aller.
Mais je crois y aller est très différent de lire quelque chose ou d'entendre même des déportés. Quand vous entendez des déportés, je dis dans le livre qu'ils sont à une distance infinie de nous. C'est très difficile. Je pense qu'on ne peut pas faire même l'effort de l'empathie, on ne peut pas y arriver. Quand j'écoutais cette dame, je me disais, mais je ne peux pas imaginer ce qu'elle a vécu. Et elle dit, j'ai eu de la chance, le Zyklon B n'a pas fonctionné ce jour-là. Je connais des jeunes qui, de leur propre initiative, des jeunes de 9 ans, de 10 ans, qui disent, je veux y aller, je veux voir ce que c'est. Forcer, non. Permettre de réfléchir à ce que eux-mêmes ont à l'intérieur d'eux, oui. Vous évoquiez Elena Hirsch tout à l'heure. On va poursuivre d'ailleurs tout au long de ces jours nos portraits justement de rescapés d'Auschwitz. 90% étaient juifs, de celles et ceux qui sont morts à Auschwitz, 21 000 tziganes, 15 000 prisonniers de guerre soviétiques. Je dis 21 000 tziganes, il n'y a pas longtemps, on en parle beaucoup moins en France d'ailleurs aujourd'hui, comme quoi parfois dans l'actualité un événement chasse l'autre. Les Roms ont été pris pour cible dans les médias, ils étaient parfois accusés de tous les maux. Est-ce que vous dites qu'il faut faire attention justement aujourd'hui en Europe face au repli que l'on vit, s'agissant des Roms ou d'autres minorités ? En Europe, et pas uniquement en Europe. En Europe, vous venez de le dire, les Roms, en Chine, les Ouïghours, les Yézidis en Orient, partout, les Rohingyas en Birmanie, donc partout, absolument partout. Les raisonnements que j'évoquais tout à l'heure pour les Juifs est le même, avec des spécificités chaque fois. Et le même, en tout cas par rapport à ce que nous devons faire comme effort sur nous. Mais ce que je crois qui est très, très symptomatique, ou en tout cas ce que j'ai moi ressenti, et ce que je dis dans le livre, c'est que face à des cendres ou à un squelette, je mets au défi quiconque de savoir si c'est un musulman, un ouïghour, un juif, un chrétien, un homosexuel, un tzigane ou un Rome. Merci beaucoup François Rachline d'avoir répondu à nos questions. Éprouvé, Auschwitz, c'est aux éditions Hermann. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci.